Bienvenue donc sur cette première petite leçon où nous allons prendre en main l'interface de Cinema 4D. L'interface de Cinema 4D à partir de la version 10 a cette apparence gris foncé avec des couleurs assez peu marquées. Nous allons revenir, notamment pour nos amis qui sont restés avec des versions plus anciennes de Cinema 4D à partir de la version 6, toutes les versions 7, 8, 9, vers un schéma d'interface plus classique. Je vous invite donc à cliquer sur le menu édition, ici, à le dérouler entièrement jusqu'au l'item préférences générales. Les préférences de Cinema 4D sont très complètes. Cliquez donc pour l'instant sur le premier, généralité, ici. Vous voyez un schéma d'interface qui porte le nom de Light, et on va repasser en fait sur le schéma d'interface classique. Sans avoir besoin de redémarrer, Cinema 4D vous affiche désormais des icônes plus colorées, avec un look 3D fort sympathique, qui sont donc communes à toutes les versions. Elles vous permettront également de moins confondre les outils entre eux, notamment ces outils essentiels ici, qui ont toute une couleur bien marquée, et également les outils de manipulation ici, qui sont absolument essentiels et dont vous, comme les autres débutants, vous aurez sans doute un petit peu de mal au départ à voir les différences, donc ce serait très bien d'avoir des couleurs bien marquées. Cette interface, elle peut bouger, elle peut être complètement personnalisée. Vous pouvez d'ores et déjà en fait vous amuser avec le curseur en forme de double flèche, que vous ne verrez peut-être pas à la capture. Entre les fenêtres, vous avez une double flèche noire. En cliquant et en faisant glisser la souris, vous allez pouvoir redimensionner l'espace que vous allouez à chaque fenêtre. Je vous invite donc à essayer de manipuler un petit peu les fenêtres entre elles. L'interface de Cinema 4D est bien pensée dès le début, nous n'avons pas besoin de la personnaliser à outrance. Par contre, il peut être confortable selon les écrans que vous avez, notamment je pense à ceux qui ont des configurations en 2 écrans, ou à ceux qui ont la chance d'avoir des écrans panoramiques de type 16 neuvième, écran plat. N'hésitez pas à étaler votre interface, et donc on va voir ensemble comment détacher par exemple une palette pour la déplacer à un autre endroit, notamment pour ceux qui ont 2 écrans, c'est très pratique pour allonger l'écran de Cinema 4D tout en gardant un écran principal cohérent sur le premier écran. Pour ce faire, vous allez donc cliquer sur le petit icône en forme de trame grisée et vous allez choisir tout simplement le premier menu, fenêtre flottante. Vous retrouvez une fenêtre classique de Windows que vous pouvez à son tour déplacer, iconifier et placer où vous le voulez dans vos écrans. Si vous désirez réintégrer cette fenêtre à sa place, vous pouvez cliquer à nouveau sur ce bouton, puis en maintenant bien le bouton gauche de votre souris appuyé, le déplacer où vous voulez dans l'interface. Vous voyez en parcourant l'interface un trait noir très marqué qui vous indique en fait à quel endroit va être déposée cette fenêtre. Bien sûr, si vous faites ça un peu partout, vous pouvez avoir des choses un peu incohérentes. Ça arrive à tout le monde, vous inquiétez pas, quand on utilise cette option au début, on fait tous un peu n'importe quoi. Quand vous avez bien une interface en bazar comme la mienne, rassurez-vous, nous avons ici un menu dans Fenêtre, Interface, qui accède à tout un tas d'options qui nous permettent déjà de retrouver tout simplement l'interface par défaut. Nous avons ici la sauvegarde ultime, réinitialiser l'interface, qui va vous permettre de retrouver l'interface de démarrage de Cinema 4D. Vous l'avez également une interface standard qui est énumérée ici en bas de cette partie. Et si vous êtes un petit peu curieux, vous voyez comme moi qu'ici j'ai déjà enregistré des interfaces selon le type de configuration où je me trouve avec mon Cinema 4D. Ici nous avons l'interface que vous voyez actuellement, l'interface optimisée pour une résolution 1024-168. Pour ceux qui ont la chance d'avoir 2 écrans, nous avons une interface 2 écrans, des interfaces portables et tout ça c'est des interfaces que je définis moi-même. Pour l'instant donc, sauvez-vous la vie et réinitialisez l'interface en cliquant dans le menu Fenêtre sur Interface Standard. Sur cette interface par défaut, on a absolument besoin de 2 barres d'outils sous forme d'icônes. Cette première barre horizontale comporte les modes pour défaire et refaire, les fameux undo, redo, qu'on retrouve maintenant dans toutes les applications. Cinema 4D comporte un niveau d'annulation de la dernière opération qui est illimité, en fait limité uniquement par votre capacité mémoire. Ensuite, on trouve beaucoup d'outils qui ont ici un petit triangle noir. Ce petit triangle évoque, comme sur beaucoup d'applications, le fait que quand on reste appuyé sur l'outil principal, un menu contextuel se déploie avec un choix d'icônes complémentaires. On retrouve donc ici, derrière cette flèche bleue, un menu
avec d'autres outils de sélection. De la même manière, derrière les primitives de ce petit cube bleu, on retrouve un menu avec d'autres primitives. De même, derrière ce menu qui concerne ce qu'on appelle les splines en 3D, etc., etc. Ici, vous trouverez un menu qui concerne plutôt le mode dans lequel on travaille. Le mode, c'est grosso modo sur lequel on va travailler, ce qu'on va choisir en fait, sur quoi on travaille. Par défaut, vous vous trouvez en mode modèle. Le mode modèle, au sens 3D, c'est en gros l'objet sur lequel vous travaillez, l'objet justement primitif, l'objet de base. Ensuite, vous aurez ici un mode axe, très important. Les axes, on les verra ensemble au cours d'un exercice, parce que ce sera plus parlant. La 3D est composée de points qui sont reliés en fait par des surfaces sous forme de polygones. Et il existe un espèce de mode intermédiaire entre le polygone et le point. C'est tout simplement l'arête qui relie deux points dans l'espace entre eux. Ces petits damiers, ce n'est pas pour jouer aux dames, c'est pour les projections de textures. Celui-là est un mode très important dès lors qu'on verra les textures. On verra également la différence avec ce curieux mode objet que beaucoup de gens confondent avec le mode modèle. C'est une spécificité de Cima 4D, on verra ensemble dès le premier exercice quelles sont les différences entre ces deux modes et à quoi ça peut servir concrètement. Si vous avez déplacé les fenêtres et enregistré vos palettes comme il vous convient, vous avez le choix entre deux enregistrements d'interface. Celui que je vous conseille est tout simplement d'enregistrer une interface par défaut à votre nom. Donc vous enregistrez l'interface ici. Les fichiers d'interface de Cima 4D portent l'extension L4D. C'est une extension qui signifie layout en anglais. Layout, c'est 4D, donc 4D. Laissez-les surtout dans le répertoire par défaut de Cima 4D que vous trouverez généralement dans votre répertoire Program File, Maxon, Cima 4D avec la version courante, librairie, layout. Vous découvrez d'ailleurs qu'il existe déjà des interfaces par défaut qu'on retrouve également dans le menu. Si j'enregistre mon interface sous mon prénom, par exemple, je la retrouve et je peux même déplacer ce fichier L4D sur un autre poste de travail et retrouver comme ça mon interface personnalisée, même si je n'utilise pas ma machine. On retrouve le nom Stéphane dans le menu des interfaces personnalisées. Vous pouvez ensuite l'enregistrer comme interface par défaut, de manière à le démarrer à chaque fois que vous lancerez le programme sur cette nouvelle interface et ne plus avoir à la charger ici en zappant sur ce menu. Ensuite, si vous êtes très sûr de vous, vous pouvez également enregistrer l'interface via le menu Préférences en utilisant, dans le menu Préférences, ici en cochant Enregistrer l'interface avant de quitter. Cela vous permettra en fait d'enregistrer l'interface telle qu'elle est au moment de la fin de votre travail et de la récupérer le lendemain au prochain lancement du programme à l'état où vous étiez. Évidemment, c'est moins convivial dans le sens où en fait, si vous déplacez votre programme sur une autre machine, vous n'avez pas la possibilité de récupérer le fameux fichier L4D qui a vraiment mémorisé vos paramètres d'interface. Toujours dans la personnalisation de l'interface de Cima 4D, il y a deux aspects essentiels qu'il faut connaître dès le départ. Le premier, c'est tout simplement l'accès aux textures. Les images de synthèse utilisent bien sûr des modélisations et des textures. Les modélisations sont enregistrées dans le fichier du projet, un fichier qu'on verra ensemble, .c4d, mais souvent on fait référence à des textures externes. Ces textures, sous forme de fichiers images, de type JPEG ou PSD pour les plus simples, Cima 4D a besoin de savoir où elles sont. Donc par défaut, vous pouvez définir des chemins d'accès vers des répertoires de textures que vous avez déjà définis, où vous savez que vous avez déjà collectionné précieusement quelques textures, soit trouvées sur Internet ou sur des CD spécialisés. Ici, nous avons l'exemple d'un CD de textures assez connu de chez Dodge Design, Dodge Materials. Nous avons aussi les voitures Dodge Design. Et ici, on voit des chemins vers des répertoires qui contiennent des textures qu'on a pu collectionner par des photos numériques qu'on a prises soi-même ou le long de quêtes sur Internet de textures. Je vous invite tous, pour ceux qui démarrent la 3D évidemment, à commencer dès maintenant une collection de textures qui vous sera très utile et qui vous suivra toute votre vie d'infographiste 3D, tant on a besoin tous les jours de textures sympathiques pour avancer le plus rapidement le travail. Le deuxième aspect de Cima 4D concerne l'échelle des objets sur lesquels on travaille. Par défaut, Cima 4D utilise, ici si je clique sur ce cube, un système de
taille d'échelle qui est en mètres. Vous voyez que ce cube est censé faire 200 mètres de chaque côté. On le retrouve ici dans les coordonnées. Et ces coordonnées et ces tailles, on va s'en servir tout le temps. Il est préférable de modéliser à l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut éviter, sous CIMAC 4D, d'avoir des décimales supérieures à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, on ne travaille pas à 0,00 quelque chose. Et de la même manière, on ne va pas s'amuser à faire des scènes qui, même si elles sont dans l'espace, se passeraient à plus de 200 000, des trucs comme ça. Vous voyez, d'ailleurs, on voit tout de suite qu'on se retrouve avec des aberrations, tout de suite. Il n'aime pas travailler avec des échelles, je dirais, hors normes. Il a besoin de travailler dans une échelle comprise entre une centaine et 0,01 unités. Alors, ces unités ici sont en mètres, elles sont personnalisables. Donc, si vous ferez généralement, je pense, comme tout le monde, des projets qui sont plutôt à l'échelle du centimètre. Donc, dans unité ici, je vous invite à cliquer sur l'unité de base et à repasser votre logiciel, qui par défaut est en mètres, en centimètres. Évidemment, vous pouvez avoir des exceptions. Si vous travaillez dans la chimie moléculaire ou à l'échelle du millimètre ou du micromètre, faites-le, travaillez directement à cette échelle. Si vous êtes plus familier avec les unités anglo-saxonnes, vous avez également un choix ici. Et bien sûr, si vous faites une modélisation d'un système routier ou d'une scène qui est censée se passer à une échelle beaucoup plus grande, vous pouvez travailler ici en kilomètres. Pour l'instant, travaillons en centimètres, c'est de loin l'échelle la plus commune. Le troisième petit réglage qu'on va faire ensemble, c'est la couleur. CIMAC 4D propose des réglages de couleurs qui sont en mode RVB. Le mode RVB, rouge, vert, bleu, pour ceux qui ont fait de la vidéo, vous le connaissez. C'est le mode en fait du mélange optique de la vidéo qui part d'un fond noir et qui mélange des couleurs selon un système donc rouge, vert, bleu. Ce n'est pas très intuitif d'avoir des réglages de couleurs avec des réglettes RVB. C'est beaucoup plus sympathique avec un mode qui s'appelle TSL. Il existe un mode TSL avec couleur, qui permet d'avoir une prévisualisation déjà en mode T, donc pour teinte, de tout l'arc-en-ciel. Vous avez ici donc un nuancier complet. S signifie saturation, c'est la saturation de ma couleur, donc plus ou moins de couleurs. Ici, j'ai donc un rouge absolument parfait que je baisse en saturation, donc je retrouve un blanc de départ. De la même façon, le mode luminance va m'assombrir la couleur en la passant progressivement vers le noir. Pour enregistrer ce choix de colorimétrie, de mode colorimétrique, vous avez donc le menu ici, TSL avec couleur. Il existe également des vignettes de stockage qui sont très utiles. Donc je vous invite à cliquer sur vignette de stockage affichée. Ça vous fait un petit nuancier en permanence sur lequel on va pouvoir comme ça retrouver des couleurs. Par défaut, vous trouverez avec un nuancier vide. Comment le remplir? Tout simplement, vous choisissez une couleur qui vous plaît. Vous cliquez ici sur l'aperçu de cette couleur et tout simplement, vous le déposez dans le petit godet en dessous. Et ainsi, vous pouvez vous faire votre propre nuancier. C'est très utile parce que dans le cadre du texturage d'un projet 3D, on retrouve souvent la même couleur utilisée à plusieurs niveaux dans le projet, dans des canaux de texture notamment différents. Pour retrouver la couleur qu'on a mémorisée dans ces vignettes de stockage, il suffit tout simplement de cliquer sur le godet. On n'a même pas besoin de déposer, mais ça marche aussi. Tout simplement, cliquez sur le godet qui a mémorisé votre couleur. Maintenant qu'on a effectué ces petits réglages de base, nous sommes prêts à démarrer notre premier exercice.